Le changement dans les organisations. Il y a 15 jours, je crois, ma vidéo était consacrée à la question des freins au changement. Et l'une d'entre vous m'a posé la question suivante. Le changement dans les organisations, comment faire, comment convaincre? Et donc cette vidéo tente de répondre avec quelques petites idées à ce questionnement-là. La première chose que je voudrais dire en matière de changement, alors quand on parle d'organisation, bien sûr, on parle d'entreprise, on parle d'association, on parle de services, on parle d'institutions, quelles qu'elles soient, de services de l'État, bref. La première chose que je souhaitais dire, c'est qu'on ne change pas. Si on a le nez dans le guidon, on ne change pas si on ne perçoit pas le besoin de changer. Et ça, c'est vrai pour les individus, pour les personnes. Qu'est-ce qui m'amènerait à changer ou à vouloir changer si tout va bien dans mon environnement, dans mes relations, dans les émotions qui sont les miennes? Et si je suis en hyperactivité, en suractivité 24 heures sur 24, évidemment, je n'ai même pas le temps de me poser la question du changement. Il me semble que pour une organisation, quelle qu'elle soit, le problème se pose dans les mêmes termes. Si je ne suis pas en souffrance, si je ne fais pas souffrir, par exemple, mes salariés, s'il n'y a pas de risque majeur pour l'organisation, pourquoi changer? Si j'ai le nez dans le guidon et que la question, c'est la question de ma survie au quotidien, je ne me pose pas la question dans ces termes-là. Donc la première chose et la première idée, c'est qu'évidemment, on ne change pas lorsque on n'en ressent pas le besoin et lorsqu'on n'a pas le temps nécessaire pour conduire le changement. La deuxième idée, c'est qu'évidemment, si je dois être comme mon interlocutrice dans la position de celle qui tente d'initier le changement ou de le favoriser, eh bien, il me semble que ça ne peut se faire qu'en associant au diagnostic sur l'état de l'organisation et sur les éventuelles réponses à apporter. On ne peut pas le faire sans associer au diagnostic les principaux dirigeants de cette organisation. Troisième idée, le pilotage du changement, quel qu'il soit, il demande du temps et il demande d'identifier les personnes qui sont les personnes ressources, d'identifier éventuellement celles ou ceux qui vont empêcher ce changement, mais d'abord et avant tout les personnes sur lesquelles je peux m'appuyer pour conduire le changement, qui sont partantes, et dans n'importe quel groupe, comme dans n'importe quelle organisation, mais j'allais dire peut-être dans n'importe quel couple ou famille, il y a aussi toujours des personnes qui ont intérêt à changer. Les identifier, travailler avec eux. Quatrième idée, je crois, c'est de favoriser des micro-changements. Plutôt qu'un changement radical, plutôt qu'un changement important qui concerne l'ensemble de l'organisation et qui risque de la mettre en difficulté, eh bien, des micro-changements. Alors pourquoi les micro-changements? Pour deux raisons, je crois. D'une part, c'est que la réussite, et la réussite dans des petits changements, peut entraîner le désir ou des impacts plus importants ou le désir de continuer à changer. Et puis des micro-changements, c'est aussi sécuriser les choses. Ce n'est pas l'ensemble de l'organisation qu'on change ou qu'on cherche à changer, mais simplement une partie ou une action ou un service ou une personne. Dans ces cas-là, évidemment, il y a une sécurité pour l'ensemble. Cinquième idée, peut-être que sur la question comment convaincre dans le changement, en matière de changement, peut-être qu'il faut s'adapter et qu'il est nécessaire de s'adapter à son interlocuteur ou à son interlocutrice. Comme dans le changement individuel, le changement au sein d'une organisation dans laquelle il y a une direction par définition, eh bien, il s'agit de s'intéresser à ce qui est central pour cette personne. Est-ce que c'est la question du sens, des valeurs, des objectifs? Est-ce que c'est la dimension émotionnelle, affective qui importe? Est-ce que c'est du côté de l'action, de la réussite de l'action, de l'expertise dans ce domaine, de l'atteinte d'objectifs concrets par exemple? Qu'est-ce qui est important pour cet interlocuteur? Et donc voilà peut-être le principal levier pour conduire le changement. Enfin peut-être, et pour conclure, dernière idée, travailler, je crois, en tenant compte des différents niveaux de besoins.
Si je fais référence à la pyramide des besoins de Maslow, par exemple, est-ce qu'on est sur des besoins de survie, est-ce qu'on est sur des besoins de sécurité, des besoins sociaux et d'appartenance, des besoins d'estime de soi ou de valeur qu'on s'accorde, des besoins de réalisation de soi? Voilà peut-être ce qui peut permettre, là aussi, de réussir en matière de changement.